Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Pas de miracle à l'Orange Vélodrome ce vendredi soir. La 20e défaite de la saison ne condamne pas totalement le FC Metz en Ligue 2, mais cela ne saurait tarder avec les autres résultats de cette 29e journée de Ligue 1. De retour en tant que titulaire face à l'OM, Alpha Touré a passé une soirée compliquée sur le terrain, mais aussi sur les réseaux. Un traitement justifié. On fait le point sur sa saison au Grenat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag. On ne compte plus le nombre d'émissions déjà cette saison qui est longue, très longue, on ne va pas se le cacher. Mais néanmoins, on va revenir sur tout ce qu'il s'est passé ce week-end. Il s'en est passé des choses, que ce soit du côté de la Ligue 1, mais pas que. Petit tour d'horizon avec nos chroniqueurs du jour et à commencer Franck Signorino. Bonjour, bonsoir à tous. Qui a dévalé les descentes il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, sur les réseaux sociaux, il faut le savoir. Oui, un petit week-end à l'Alpe d'Huez, mais pour allier football en salle avec des anciens, un petit tournoi et puis la journée plaisir avec ski. Et retrouvez-le dans 2 semaines à la plage, parce que ça commence à être 2 saisons. En face, ils ne sont pas partis au ski, ou du moins, je ne sais pas, je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Stéphane Mollin, c'est avec nous. Oui, salut Émeric, salut les gars. Et à côté, Angelo Salemi pour boucler la boucle. Salut, bonsoir à tous. Qui va nous parler un petit peu de ce match. On va aussi parler d'Alpha Touré notamment, mais lui aussi est avec nous depuis le début de l'année 2026. On commence à s'y faire désormais. Il est adopté, c'est Nathan qui est avec nous. Salut Nathan. Salut Émeric, salut tout le monde. Et on va commencer maintenant avec la première partie de cette émission. C'est le journal de la Ligue 1. De retour sur cette affiche de la 29e journée de Ligue 1, Marseille contre le FC Metz. Angelo, le FC Metz n'a pas réussi à s'infiltrer dans le malaise marseillais pour tenter de faire basculer la rencontre. Non, comme tu dis, il y avait un certain malaise marseillais. J'ai pas trouvé que c'était un grand Marseille, pour être honnête. C'était une équipe un petit peu fébrile. On l'a vu sur la deuxième mi-temps après la réduction de l'écart. C'est d'autant plus frustrant de ne pas en profiter. Metz a fait une prestation, j'ai envie de dire, cohérente par rapport au reste de sa saison, en faisant des cadeaux assez incroyables en défense. Je pense au premier but dont on va encore parler. Le deuxième aussi évitable, le troisième n'en parlons pas. Voilà, c'est une équipe qui, semaine après semaine, encaisse des buts parfaitement vitables, qui fait des cadeaux aux adversaires. À partir de là, qu'est-ce que tu veux espérer de cette saison ? Il faut juste essayer de finir du mieux possible. C'est vrai qu'on peut les revoir. C'est 3 buts encaissés par le FC, ce qui est un peu dommage parce que on avait un petit peu réglé ces problèmes-là avec la défense sur les 2 derniers matchs. Mais Benoît Tamelot disait ce sont nos limites du moment et nos limites de cette saison. Franck, quand on les revoit, on se dit qu'au 13 avril, on ne peut plus vraiment parler d'erreur en fait. C'est juste le niveau du FC Metz. Oui, ça reflète bien la saison, comme l'a dit Angelo. Après, ce qui est étonnant, ou peut-être pas, je ne sais même pas si c'est étonnant ou non, c'est tu prends 3 buts sur tes pertes à toi de balles, 2 à plus de 60 mètres des buts. Donc tu as quand même le pouvoir, hormis le dernier où c'est quasi à 5 mètres de la surface, où ça va très vite et que c'est à la 95e. Donc soit c'est anecdotique, mais bon quand même ça symbolise le reste, c'est tu perds le ballon à 60 mètres, voire 80 mètres de tes buts, et tu n'as aucune possibilité de freiner, de mettre un garde-fou, d'anticiper. Et ça, je me tue à le dire depuis le début de la saison, c'est les mots du FC Metz, c'est qu'ils ne sont jamais autant au danger que quand ils ont le ballon. Là, encore une fois, 3 fois tu as le ballon, et tu donnes l'occasion à Marseille de te crucifier, de te fusiller en contre au Vélodrome. C'est ça qui est le plus rageant, c'est que, en gros, tu vas un peu la fleur au fusil, et c'est sans prévoir les conséquences d'une perte de balle, sans prévoir un garde-fou, sans avoir une sentinelle qui est là pour compenser. Et ça, c'est depuis le début de la saison, c'est sur tes pertes de balles. Au Vélodrome, prendre 2 buts de 60 mètres de contre, c'est pour moi inadmissible. Tu ne peux pas avancer ou espérer un résultat. Alors non seulement tu as pris 3 buts, donc tu es dans tes standards de début de saison, donc tu ne t'es pas amélioré là-dessus, et surtout de la manière dont tu les prends, j'ai l'impression que tu n'as pas progressé, que tu n'as pas appris de tes erreurs. Et est-ce que c'est un problème collectif ? Je dirais oui. Mais aussi, à un moment donné, là, tu vois que c'est des pertes de balles individuelles. On reviendra sur le cas Alpha Touré, mais avant lui,
j'ai vu au moins 2 pertes de balles significatives. On a vu celle de Sadibou Sané dans le résumé au tout début. Sadibou Sané, je vois Djebama en première mi-temps, en deuxième mi-temps également. Donc le mal est profond. Je pense que c'est plus qu'un mal de confiance, un mal collectif. Ils ne savent plus trop à quel sein se vouer et c'est profond. Et tu prends 3 buts. Je me permets, tu prends 3 buts et avec un gardien qui fait pas d'arrêt, tu peux en prendre beaucoup plus parce que au final, tu prends 3 buts, mais ton meilleur joueur, c'est peut-être ton gardien de but. Je suis pas sûr que ce soit un signal très. J'ai plus le nombre d'arrêts qu'il fait dans le match. Il en fait beaucoup, il fait des arrêts qui sont pas forcément faciles à faire. Donc c'est un signal quand même vachement négatif parce que encaisser 3 buts avec ton gardien qui sort quelques parades, quand même, c'est pas forcément. Ce qui est inquiétant, honnêtement, c'est que c'est même pas Marseille qui se procure lui-même ses occasions. Il procure pas de décalage. Il profite de pertes de balles avec de la vitesse. Hein. On connaît de toute façon les qualités de Pexao ou d'Aubameyang. Mais Aubameyang, je crois qu'il avait fini premier sur les réseaux du club. J'avais vu encore à 36 ou 37 km/h. Il est premier de l'effectif. Donc on sait les qualités. On sait les qualités, donc tu gères la profondeur, mais là encore une fois, tu la gères pas du tout avec une perte très haute et sans prévoir les conséquences. On va revenir sur les statistiques de cette rencontre. Si vous le voulez bien, 54% de possession contre 46, c'est 18 tirs à 6, 9 tirs cadrés à 2. Stéphane, on a entendu pas mal de choses depuis le début de cette émission. Benoît Tannot disait une autre soirée était possible. Quand on regarde les stats, finalement on se dit peut-être pas, quand on voit ces statistiques. Oui, Marseille n'a pas été si grand que ça, mais Marseille domine les statistiques, a dominé au tableau des scores et a su profiter de ce que Metz lui a donné. Mais je pense que dans l'absolu, il a raison. Il a quand même raison, c'est-à-dire qu'il voit aussi l'équipe adverse, et il se rend compte qu'au regard de ce qu'elle nous avait proposé au match aller, qui était très rouleau compresseur, on a pris 3-0, on aurait peut-être même pu prendre beaucoup plus, avec une domination marseillaise dans tous les compartiments du jeu, on n'a pas existé du tout au match aller. Là, on existe un petit peu, je dirais de manière un peu sporadique, parce qu'on n'a pas énormément d'occasions de but, mais par contre, on sent qu'en face, tu as une équipe qui n'est pas au meilleur de sa forme, qui est un peu fébrile, tu sens que c'est friable un peu défensivement, même au regard de leur nombre de tirs, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont cadrés, ça veut dire qu'en fait, on a une équipe qui, poussée un petit peu dans ses retranchements, aurait pu vachement plus douter. D'autant plus qu'au Vélodrome, on sait très bien que dès que tu es un petit peu dans tes retranchements, tu peux vite perdre les pédales. Et là, clairement, notre niveau moyen, il n'est pas suffisant aujourd'hui pour être concurrentiel face à une équipe qui est malade. On le sait depuis le début de saison, qui n'est pas concurrentiel par rapport même au niveau moyen de la Ligue 1. Mais au regard de ce qu'on fait en termes techniques, en termes athlétiques, en termes d'intensité dans les transmissions, dans ce qu'on veut pratiquer comme pseudo-jeu, parce que moi je ne vois pas trop la cohérence de ce qui se passe sur le terrain, où les joueurs sont quelquefois très très loin les uns des autres. On balance évidemment sur Diallo et puis débrouille-toi après pour faire la bonne déviation et écoute, avec un petit peu de chance, ça arrivera dans les pieds d'un Messin. Moi, je ne vois pas trop la cohérence en fait du projet de jeu. Donc je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais il manque beaucoup trop de choses à ce FC Metz-là pour aller même embêter une équipe qui n'est pas au top de sa forme. Et tu parlais de continuité, on le voit dans la composition d'équipe qu'on va regarder. Il y en avait un petit peu de la continuité, même s'il y avait un petit changement. Il y avait pas mal de milieux absents pour cette rencontre. Il a fallu faire un choix. C'est Alpha Touré qui a pris sa place au milieu de terrain. Jean-Philippe Bama qui est redescendu d'un cran. Alors évidemment, ça n'explique pas tout ce qu'il s'est passé dans le match. Mais Angelo, on peut se dire, malheureusement, le FC Metz a mis peut-être 29 journées à trouver un semblant de 11 types. On pensait déjà l'avoir trouvé dans la série de 3 victoires. On a un peu tout remis en question. Là, il y a encore un petit peu de continuité. Malheureusement, c'est un peu tard. Continuité vu et non quand même, parce que le milieu Bamin-Desminguet qui avait été aligné lors des derniers matchs était plutôt solide. Malheureusement, comme tu l'as dit, il a changé un petit peu son fusil d'épaule. C'est vrai que Michel Mboula n'a pas forcément été très très serein face à Nantes en dépit du clean sheet. C'est un choix qui n'a pas été payant. Comme tu dis, il a manqué de continuité toute la saison. Il n'y a jamais eu, à part cette petite parenthèse enchantée du mois d'octobre-novembre, qu'on a encore du mal à expliquer aujourd'hui avec le recul, il n'y a jamais eu 2, 3, 4 fois la même compo. Donc c'est un des problèmes parmi tant d'autres cette saison au FC Metz. Un but tout de même messin, celui de Giorgi Tsitashvili. Franck, une réaction malheureusement trop tard pour le FC Metz. Encore une fois, c'est à 2-0 que le FC Metz a réussi à reprendre son score, même si il aurait pu y avoir ce but de Haïm, malheureusement poteau sortant. Mais néanmoins, c'est encore une fois après un but que le FC Metz réagit. Oui, et puis oui, c'est un FC Metz à réaction. Et puis même si tu dis tard,
ça vient tout de suite après le second but, ça peut faire douter le système marseillais. Encore une fois, là où je suis le plus étonné, c'est de te faire prendre en compte à l'extérieur face à une équipe comme Marseille, alors que si tu es venu avec une équipe bien en place, et ce qu'il faut savoir, c'est faire le moins d'erreurs possible. Lorsque tu veux un maintien, c'est ça. C'est plus aller proposer une qualité de jeu exceptionnelle ou de vouloir jouer. Tous les 1-0 sont bons à prendre. Et prendre. Non, pas à 0. Mais tant que tu es à 0-0, tu n'es pas à l'abri que justement cette équipe marseillaise, encore plus à l'extérieur, le scénario à domicile aurait été peut-être différent. Parce que tu reçois, tu es dans la capacité et surtout, tu es obligé, dans l'obligation de prendre des points à domicile face à Nantes, et c'est une autre configuration. À Marseille, c'est une équipe qui est malade. Tu sais que cette équipe, elle est à la course à l'Europe, qu'elle se doit d'aller chercher des points qu'elle n'a pas eu précédemment. Donc tu sais qu'elle va se découvrir. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que tu te fais prendre en compte, encore une fois, par cette équipe-là. Et tu fais beaucoup trop d'erreurs. Alors, tu marques un but. Très joli but avec un dédoublement, il se sert du dédoublement pour rentrer à l'intérieur. Tu vois que cette équipe marseillaise est friable. Et encore une fois, tu reviens à 2-1 à la 48e, et à ce moment-là, c'est sûr que le match est relancé. Après, ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour revenir au score. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'une fois mené 2-0, tu arrives à marquer un petit but, mais souvent, ce n'est pas dû, pour moi, à la qualité de ce FC Metz. C'est que lorsque l'équipe mène 2-0 ou 3-0, il y a forcément un phénomène de relâchement qui te laisse la possibilité de te créer des situations. On a senti, quand même, je me permets, à 2-1, beaucoup de fébrilité du côté marseillais. On a senti vraiment cette équipe dans une mauvaise passe. Il y a aussi un grand nombre de matchs où Marseille menait 2-0 et se faisait reprendre peut-être dans les arrêts de jeu ou même auparavant par des équipes qui étaient pas forcément de son standing. Oui, je me souviens du Paris FC notamment, qu'il avait fait, je ne sais plus quelle équipe. Angers aussi. Toulouse aussi l'avait fait. J'avais vraiment ça en tête en regardant le match, parce que Marseille, on a senti vraiment une équipe fébrile à l'image de Benjamin Pavard, qui est dans une mauvaise passe. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir capitalisé là-dessus, parce qu'il y avait la place. D'où l'utilité. Alors ça va déplaire peut-être à certains de dire, ça ne cherche pas à jouer, etc. Mais plus tu restes à 0-0 dans ce match-là, alors avec tes moyens, je ne dis pas qu'il faut être à mettre le bus derrière, etc. Mais pas prendre de risques, comme ils l'ont fait, pas aller à la fleur au fusil. Plus le temps marche pour toi, et plus Marseille va s'énerver, plus le public va siffler ou s'énerver, parce que en tant que Marseillais, tu n'arrives pas à bousculer la lanterne rouge qui a 15 points. Ça fait marcher psychologiquement, et à ce moment-là, tu aurais eu des ouvertures, et c'est plutôt à toi de faire des contres, comme Titiashvili, comme Gauthier Hein, qui savent l'utiliser. Mais la vérité, c'est que, bien sûr qu'on aurait pu se dire « Ah, il te manque un petit truc pour aller faire douter les Marseillais. » Mais en fait, le petit truc-là, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas, ni derrière, ni devant. Donc en fait, tu n'as pas suffisamment de talent, tu n'as pas suffisamment de jeux combinés devant, et puis derrière, tu es beaucoup trop fébrile dans la relance, dans le placement, dans l'interception. Bon, voilà, oui, on pourrait, au regard, encore une fois, du contexte, se dire « il nous manque un tout petit truc, mais on ne l'a pas ». Il y a deux situations quand même qui sont assez importantes en deuxième période. Je pense à l'occasion de Deminguet qui bute face à Rouli, qui fait une bonne sortie, et l'occasion de Mbala qui malheureusement réussit pas à faire la copie conforme de son but face à Toulouse. Il n'ajuste pas sa frappe, il vient de rentrer, je pense qu'il n'était pas spécialement chaud. C'est dommage parce que voilà, ces deux occasions-là me font penser qu'il y avait une opportunité de faire mieux. Ce but de Giorgi Titiashvili, Nathan, pas forcément de valeur au tableau des scores, ou en tout cas très moindre, mais peut-être pour lui, ça peut avoir un peu plus de valeur que ça. Oui, Giorgi Titiashvili, il a été impliqué sur 2 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1. C'est un but et une passe D, soit autant que lors de ses 22 précédents matchs. Alors messieurs, est-ce que vous avez l'impression que cette fin de saison lui donne des ailes ? C'est vrai que c'était un joueur qui, peut-être semble-t-il, promis à la Ligue 1. Déjà pas mal de courtisans cet hiver pour celui qui est en fin de contrat en juin prochain, Stéphane. La fin de saison, ça peut, on le dit, donner peut-être quelques envies à certains joueurs de se révéler. Il y a une Coupe du Monde, pas pour la Géorgie, mais il y a un mercato qui va pointer le bout de son nez. Oui, alors historiquement, il faut regarder un petit peu aussi pourquoi ce garçon-là est arrivé. C'est-à-dire que Stéphane Le Mignan, en début de saison, avait vraiment l'intention de le mettre en fausse patte en haut à droite, un peu comme Ablaye Diallo jouait l'année dernière. Et en fait, ça, on a tout de suite vu que c'est pas que ça marchait pas, c'est juste qu'il a dépanné tout de suite en étant arrière-gauche. Premier match contre Strasbourg, il joue piston gauche. On a essayé de trouver et bricoler, ce fait qu'on l'a fait remonter devant à droite, mais finalement on s'est dit non, parce que l'idée c'est d'avoir un avant-centre, Sabali à gauche, Titiashvili à droite. Sabali est parti, on a bricolé, on a fait que bricoler. Et puis en plus,
on a vu à un moment, que l'association Collin-Tsitaishvili à gauche, ça pouvait être intéressant. Ça veut dire, je pense, petite parenthèse, hommage à mon Pat Muller, petite parenthèse, c'est juste que Maxime Collin, ça doit être quand même le seul dans notre championnat français Ligue 1, Ligue 2 réunis à être le seul droitier jouant arrière-gauche. Ça te montre à quel point ce poste n'a toujours pas été réglé. Et tu te rends compte finalement que ce garçon-là, il a pris ses aises. Côté gauche, d'ailleurs, les 3 buts qu'il marque, c'est en étant ailier gauche. Donc oui, il a des capacités d'accélération, c'est un bon dribbleur, il finit des 2 pieds. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'il est souvent esselé côté gauche et il n'a souvent que 2 solutions, c'est de soit centrer un peu à l'emporte-pièce, soit de se débrouiller un peu seul. Parce que, encore une fois, l'arrière-gauche n'est pas véritablement un arrière-gauche et que autour de lui, je pense qu'on ne se déplace pas suffisamment pour lui donner des solutions. C'est dommage. Là, c'était la seule possibilité qu'on avait, mais c'était dans nos 20 mètres contre le Paris Saint-Germain. Mais la plupart du temps, je le trouve beaucoup trop seul là-haut dans son couloir gauche. Je ne sais pas s'il va pouvoir avoir la chance de porter encore le même message la saison prochaine. Ça semble compliqué. Je continue ce jeu en triangle. Nathan, je te renvoie la balle. C'est vrai qu'on a parlé de ce but pour Georgi Tsitaishvili, mais pour le FC Metz, il a une valeur qui fait un petit peu froid dans le dos par contre. Un peu moins de 3 mois, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour revoir le FC Metz marquer un but à l'extérieur en Ligue 1. La dernière fois, c'était sur la pelouse de Strasbourg le 18 janvier dernier. Franck, c'est révélateur de pas mal de choses quand on voit ce genre de statistiques qui prouvent que tu es malheureusement bien à ta dernière place, quoi. Oui, c'est-à-dire que tous les feux sont au rouge. On le voit bien, avec la pire défense, avec 16 matchs sans victoire, avec simplement 15 points, avec simplement... sur ces 15 points qui sont concentrés sur 3 matchs au mois d'octobre-novembre. Donc c'est sûr que si tu vas chercher toutes les stats, elles sont négatives. Alors le fait que ce FC Metz, tu vas chercher la stat où ils ne sont pas à l'aise à l'extérieur, qu'ils ont du mal à marquer des buts, oui, mais j'ai l'impression que forcément ce FC Metz se cherche tant offensivement, notamment depuis le mois de janvier, parce que là tu as fait 2-0-0, là tu marques un but contre Marseille, mais c'est un peu pour du beurre, c'est pas décisif. Donc oui, cette stat fait froid dans le dos, oui et non, parce que tu as envie de te dire, si tu fais des matchs nuls, que tu arrives à récolter quelques points par-ci par-là à l'extérieur, ce qui est le cas de beaucoup d'équipes, je pense qu'on pourra retrouver des stats négatives de beaucoup d'équipes à l'extérieur, pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans son ensemble, c'est une statistique de plus qui va dans le sens où c'est une saison malheureusement qui est ratée. Une statistique qui pourrait peser dans l'esprit de ces joueurs du FC Metz. On a tout de même demandé à Benoît Thavenot, après la rencontre, comment va son groupe et comment il analyse ce match du FC Metz. On l'écoute. Le résumé, si on voit les mauvaises choses, oui, parce que les buts, ils sont plus que largement évitables. Et c'est vraiment un manque d'attention et un manque de bonne lecture de situation. Et en Ligue 1, on se fait punir. En plus, c'est pas n'importe quelle équipe de Ligue 1, mais c'est vraiment récurrent et c'est vraiment problématique parce que ça nous complique les matchs. Après, est-ce que c'est vraiment que le résumé? On peut voir aussi le côté positif. On perd encore, mais bon, les joueurs ils essaient de faire quand même, ils s'accrochent. Je pense que quand on revient à 2-1, il y avait matière à les faire encore plus douter. Et puis le troisième, il est anecdotique, mais il est quand même de trop. Vous savez, c'est un groupe qui va évoluer en Ligue 2 l'année prochaine depuis le mois de juillet quasiment, le mois d'août. Donc, on n'a pas fait mentir les gens. C'est très très dommage parce que c'est un bon club, un vrai club de foot. Mais il y a des limites tout simplement. Aujourd'hui il y a des limites et il faut terminer la saison le plus correctement possible. Sincèrement, je pense dans ce qu'on donne, je pense qu'on essaie de faire honneur au club. Après les résultats ne font pas honneur au club, c'est une évidence et on fait des grosses fautes qui nous compliquent les matchs. Mais on n'explose jamais totalement quand même.
Angelo, c'est une équipe qui n'a jamais, je cite, réellement explosé. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Parce que c'est vrai qu'on l'avait dit notamment déjà il y a 2 ans et d'autres saisons aussi, mais sur ce plateau, alors que j'étais là avec notamment Bernard Sénès, c'est le genre de match où mentalement c'est dit impossible à tenir. Tu peux avoir quelques petits sursauts, mais là, c'est vrai que là, Antoine dit cette équipe n'a jamais réellement explosé. Il y a eu cette fameuse phase d'octobre-novembre, mais sinon la saison n'a jamais démarré. Il y a eu des défaites qui ont succédé à des défaites, un petit match nul une fois de temps en temps pour changer le quotidien. Mais sinon, cette saison, c'est une succession de défaites. C'est limpide. Enfin, la saison elle aurait dû démarrer en novembre, quand le FC Metz a réussi son improbable série de 3 victoires de suite. Malheureusement, derrière, elle est retombée dans ses travers. Elle a eu la fragilité mentale de s'écrouler à nouveau après la défaite à Brest. Et effectivement, l'équipe, elle a explosé. Enfin, on aurait pu croire que le changement d'entraîneur aurait pu impulser quelque chose. Je pense qu'il a impulsé un tout petit peu au niveau de l'état d'esprit, la combativité. Il y a eu un léger mieux sur 1, 2, 3 matchs, notamment le match contre Lille où l'équipe fait 0-0 avec une belle prestation. Mais depuis, toutes les lacunes sont remontées à la surface de manière très violente. Et oui, effectivement, cette saison, pour le FC Metz, elle n'a jamais démarré. La saison a démarré pour bon nombre d'autres clubs. On va regarder ce qui s'est passé au niveau des résultats tout de même si tout le monde n'a pas joué pour cette 29e journée. On va le voir justement. Alors, dès ce vendredi, Paris FC Monaco, 4-1, ce qui ne va pas nous enchanter pour le prochain match. La victoire de Marseille, on en a parlé. Auxerre-Nantes, 0-0 entre les deux équipes qui sont devant le FC Metz dans la lutte pour le maintien. Rennes s'est imposé face à Angers. Match entre Nice, Le Havre, la victoire de Lille et celle de Lyon contre Toulouse et Lorient. Reste à jouer Brest, Strasbourg et Lens-PSG. On va regarder évidemment au niveau du classement. Alors ça bouge un petit peu dans la course à l'Europe, évidemment, même si le Paris Saint-Germain a encore 2 matchs à jouer pour le titre. Ça, on verra si ce sera encore jouable. Mais dans la course pour le maintien, messieurs, malheureusement, Stéphane, on l'a dit, c'est pas officiel, mais là, tu as 9 points de retard, 10 si on compte le goal average. Bon, on attend juste que ce soit acté pour se le dire et, on va dire, officialiser un truc qu'on sait déjà depuis plusieurs semaines. Oui, parce que connaisseur ou pas du football, au-delà des points, des statistiques, c'est un peu les productions qui appellent. À la différence d'Auxerre. Auxerre, quand même, il y a du jeu, il y a du dynamisme, il y a quelque chose qui se passe. Là, on voit et chez Metz et chez Nantes quelque chose qui est littéralement cassé, et malgré des changements d'entraîneur. On sent quand même qu'il y a le ressort n'y est plus. Donc, on pourra faire des bilans une fois que tout ça sera terminé. Je pense que pour Metz, c'est peut-être une chance finalement que ça s'arrête plus vite. On a un petit peu plus de temps pour préparer la division. Parce que souvent, on se dit, on ne sait pas trop si on est en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1. Là, on sait. Donc, on a un petit peu plus de temps que les autres pour la préparer, cette Ligue 2. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas si ça va se préparer dans les coulisses, c'est-à-dire qu'il va y avoir des changements à la fois dans le staff, évidemment dans l'effectif. Il y a un énorme chantier à faire. Je pense qu'il faut faire un chantier sur plusieurs années. Je sais que c'est compliqué, mais à mon sens, ça ne pourra fonctionner que comme ça. On va certainement reparler par rapport au projet sportif, parce que c'est 2 mots qui sont aujourd'hui dans la tête de tout le monde, de tous les suiveurs, en tout cas tous les supporters du FC Metz. Je ne sais pas comment, parce que ça peut se mettre en place. Mais je pense que c'est vraiment ça qui aujourd'hui importe, c'est de mettre en place quelque chose qui soit au moins sur du moyen terme plutôt que du court terme, et de telle sorte que ce FC Metz retrouve quelque chose qui soit cohérent et qu'on ne vive pas une fois sur 2. Tu parles de cohérence, Franck. Petite question qui me vient à l'idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es joueur, que tu fais une zone mixte, que tu es l'entraîneur, évidemment, tu es obligé de dire tant que mathématiquement, c'est pas fait, c'est jouable. Tu peux pas dire aujourd'hui, on va mettre la saison là. Ouais. Est-ce que de pouvoir changer maintenant de discours aussi, ça permettrait aussi à nous de voir un petit peu autre chose? Parce que là, tu es obligé de te raccrocher derrière j'ai même plus envie de dire miracle. Ouais. Même le M majuscule ne suffit pas à parler de ça. Le temps que mathématiquement, c'est pas joué, c'est jouable, etc. Comme tu disais, alors oui, mais ça c'est purement statistique, c'est purement factuel. Après, tu as la dynamique, tu as la manière dont tu perds les matchs, tu as la manière... Moi, en tant que joueur, j'ai jamais, raisonné là-dessus. C'est, là on n'est pas bon, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur et pour pouvoir gagner un match et pour pouvoir m'éclater dans mon métier? Parce que...
la notion de plaisir, on l'oublie. Hein. Quand tu vas en martyr à Marseille, quand tu joues contre Nantes à domicile, un match entre guillemets à 6 points ultra important, que tu dois avec une pression négative, avec tout le passif derrière, 14 matchs en victoire, etc., la notion de plaisir, tu l'oublies. Tu as envie de rentrer chez toi avec le sourire. Voilà, ce qui est moteur, c'est de prendre du plaisir, c'est de dire j'ai fait une prestation, je sais jouer au football, toi, l'honneur, toutes des valeurs que tu ne peux pas percevoir au tableau d'affichage. C'est juste ça, en fait, ta motivation. Tu disais Tidiashvili, se montrer. Bah oui, ça peut être pour certains. Voilà, il reste 5 matchs, il reste 3 matchs, il reste 4 matchs. Être le meilleur possible, soit pour me rassurer et entamer la saison suivante sur une bonne note une bonne note, une moins pire que ce qu'elle peut l'être plutôt, et te rassurer un petit peu sur tes capacités à jouer, soit te faire remarquer, parce que mine de rien, ils ont une carrière à mener individuellement, que ce soit avec le FC Metz ou sans. Après, ils sont sous contrat ou pas, ça c'est un autre problème, c'est d'être le meilleur possible pour pouvoir rendre une image meilleure possible et pouvoir justement prendre du plaisir et à pratiquer ton métier et surtout tous les matins quand tu vas t'entraîner. On va revenir maintenant sur un autre joueur à qui forcément ça n'a pas été très facile pour cette rencontre, c'est l'heure du focus. Et oui, on a parlé des nombreuses absences au milieu de terrain. C'est en tout cas ce qu'avait évoqué Benoît Thavenot avant la rencontre. Il a été remis titulaire pour cette rencontre après sa suspension la semaine passée face à Nantes. C'est Alpha Touré qui faisait son retour. Avant de revenir sur pas mal de choses concernant le milieu de terrain, Angelo, très rapidement, son match face à Marseille, ça n'a pas été très facile pour son retour. Je pense que ça a été un naufrage, malheureusement, à l'image de cette perte de balle qui provoque le premier but. On a vu on voit l'image là, un nombre incalculable de passes latérales ratées qui ont apporté souvent le danger. Très compliqué. Je pense que c'est un joueur qui, psychologiquement... alors, c'est un jeune joueur. Hein. L'idée, c'est pas de démolir un gamin de 19 ans, mais c'est un joueur qui est, je pense, fragile mentalement. Parce que c'est un joueur, quand on regarde l'ensemble de sa saison, de la série de 3 victoires, il était titulaire. Il a été performant, je pense notamment au match contre Nantes où je l'ai trouvé très bon, contre Nice, il y avait une projection vers l'avant qu'on n'a pas vu tout le reste de la saison. Le match suivant, il fait sa fameuse boulette, le pénalty provoqué à Brest et depuis, j'ai pas en mémoire une bonne prestation de sa part. C'est compliqué. C'est un joueur qui, je trouve, était déjà un petit peu léger la saison dernière en Ligue 2. Je me questionne, est-ce qu'il n'aurait pas mieux le prêter pour son développement, hein, parce que là, le faire jouer, parfois, c'est pas un cadeau, de faire jouer un jeune qui, à l'instant T, je parle pas de son potentiel, qui est peut-être très grand, mais à l'instant T, il n'a pas le niveau de la Ligue 1. Donc c'est compliqué. Je me demande pourquoi il a aligné autant, que ce soit par Stéphane Le Mignan en début de saison ou Benoît Thavenot maintenant. On me répond souvent, oui, il a des data physiques, athlétiques qui sont vraiment spectaculaires. C'est un joueur qui court beaucoup. Malheureusement, dans le foot, il y a aussi un ballon, et avec le ballon, c'est pas forcément ça. C'est vrai que le milieu est au cœur de pas mal de critiques. Déjà, à l'annonce des compositions, est-ce que, toi Stéphane, tu comprends? Est-ce que c'est trop de pression qu'on met sur le joueur, trop d'attentes? Ou est-ce que c'est aussi une part de frustration parce qu'on se dit, en fait, il y a un joueur qu'on n'a pas beaucoup eu cette saison qui est Benjamin Stambouli, et que d'un autre côté, c'est lui qui l'avait remplacé plus ou moins indirectement? Oui, alors il y a trop d'attentes. Alors trop d'attentes des supporters peut-être. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'attentes de la part du staff messin. C'est-à-dire qu'en fait, ce garçon-là, moi, je trouve qu'il est un petit peu à la hauteur de ce qu'on pratique depuis quelques années, à savoir un manque total d'exigence envers, j'ai envie de dire, les joueurs, l'équipe et peut-être même en dessous. Ce garçon-là, il est arrivé il y a 20 mois. Il y a 20 mois, il vient du Sénégal, il a 18 ans. Si tu regardes une photo d'il y a 20 mois et de maintenant, il n'a pas pris 1 centimètre de muscle. Et moi, ça m'embête. Quand tu vas en faire un joueur de Ligue 1, tu vas faire un joueur de haut niveau. Je ne te parle même pas de Ligue 1, parce que l'année dernière, il n'était même pas titulaire. En tout cas, il était dans la rotation, mais vraiment derrière Stambouli et Deminguet. Il a fait des bouts de match. C'était plus ou moins cohérent, mais on va dire, on contrôle, on passe. Mais c'est un garçon qui aujourd'hui n'est pas explosif, il n'a pas de pied droit. La seule fois où il a le pied droit, c'était à Reims. À Reims, quand même. Voilà. Et il n'a pas de jump, c'est-à-dire pas de jeu de tête, pas d'explosivité, et puis pas de. J'ai envie de dire, dès qu'il est aujourd'hui un petit peu bousculé épaule contre épaule, il vole. Donc moi, je me dis, en arrivant à Metz, il doit avoir quand même toute une batterie de tests athlétiques. Et 20 mois plus tard,
qu'est-ce que je constate? C'est que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il n'accélère pas, il n'a pas de vitesse, et en 1 contre 1, il est pratiquement battu à chaque fois. Donc je suis embêté, moi, dans la formation, dans la post-formation qu'on fait de nos joueurs, de voir qu'en 20 mois, on ne progresse pas. Et si, à un moment, on parle qu'on manque d'argent, on manque de plein de choses, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est uniquement on prend un garçon, on veut en faire un bon joueur, et à ce moment-là, on le fait jouer, et surtout, on le fait s'entraîner 2 fois plus. Et il n'y a que comme ça, il n'y a que le travail qui va faire qu'à un moment, ces garçons-là vont progresser. Et déjà, progresser athlétiquement. Un garçon comme ça, vous le mettez en Italie, en Allemagne, je ne sais pas quoi, le mec, il va prendre du muscle, quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de la concurrence au niveau d'un milieu défensif avec un garçon qui a un physique de U17, quoi. Donc, Mongondo, il arrive... Putain, il est plus balèze que lui, quoi. Et moi, je crois que dans le duel, quand tu es milieu défensif, à un moment, il faut être un petit peu plus costaud que ça. Donc moi, je suis plus embêté sur la gestion de ce garçon-là, plutôt que de dire il est bon, il n'est pas bon, parce que je suis d'accord avec Angelo, sur la série de 3 matchs, c'était plutôt intéressant. Avec Le Mignon, je pense qu'il trouvait un petit peu sa façon de jouer. Je pense que pour moi, un cran plus haut, en allant à l'interception plus haut, ça me semble plus correct. Par contre, jouer plus bas devant la défense, c'est impossible. Donc, là, on est d'accord. Voilà. Mais devant, il lui faut quand même des qualités d'explosivité et de vitesse. On n'a pas aujourd'hui. Je suis pas forcément d'accord, parce que si on parle de data, c'est que les data, il les remplit en termes de volume de jeu. Je pense, en termes de vivacité, quand il perd le ballon, il n'est pas lent. Tu parlais de volume de jeu, on peut peut-être regarder pendant que tu t'expliques justement ce qu'on appelle la heatmap, donc c'est un petit peu l'endroit où il est sur le terrain. Ça, c'est depuis le début de la saison, hein. Ouais. C'est une moyenne à peu près. Alors on voit que oui, il est milieu défensif et il est dans sa zone du terrain. Bon, on ne va pas beaucoup aller vers l'avant, mais c'est peut-être pas le rôle qu'on lui donne. Je ne pense pas qu'il soit lent. Je pense que, alors oui, il n'est pas puissant. Oui, il ne va pas faire 100 mètres à la Usain Bolt. Il n'y a pas de problème. Par contre, sur les 20 mètres, je pense qu'il n'est pas lent du tout. Comme tu dis, il est arrivé il y a 20 mois. Donc oui, il faut le faire travailler, mais si tu le fais travailler, comme tu dis, musculairement, un travail de fond, etc., tu ne peux pas l'aligner toutes les semaines, comme il a été aligné par Le Mignon, et sur lequel Le Mignon comptait. Donc je pense qu'il a été mis là parce qu'on pensait qu'il pouvait encaisser. Le Mignon qui parlait d'un joueur intelligent. Hein. Oui, non, mais je pense que c'est pas un mauvais joueur. Après, il est devenu un peu le bouc émissaire de cette équipe, parce que là, il perd des ballons. Hein. Et effectivement, symboliquement, il est à l'image du FC Metz. Mais avant, Sadibou Sané, il te fait une relance invraisemblable dans les 6 mètres. Gébamin, malheureusement, il te fait deux pertes de balles. Une où aussi se couche et sauve le but en première mi-temps et à la 94e. Donc, on aurait pu stigmatiser aussi ces joueurs-là pour ces pertes de balles. Comme tu dis, il a 19 ans. Comme tu dis, il a participé aux 3 matchs ou mieux du FC Metz. Encore une fois, là où tu as raison, c'est en sentinelle. Pour moi, ce n'est pas possible. Parce qu'effectivement, ça relève d'un fort jeu athlétique au niveau du jump, au niveau de la tête, au niveau de la relance, au niveau de tout ça. Lui, il est plutôt dans l'activité un peu faux follet. Et quand tu parles de qualité athlétique, à Nice, j'ai souvenir d'un Cosiello, j'ai souvenir d'un Cyprien, j'ai souvenir de Siri. Les trois étaient associés. C'était quand même plus puissant, plus rapide. Cosiello, je peux te dire que je l'ai côtoyé récemment. C'est pas puissant, ça va pas vite. Par contre, c'est intelligent. Par contre, ça sait se démarquer. C'est énormément dans le mouvement. Et c'est entouré de d'autres joueurs. Il y avait une différence aussi avec ces joueurs. C'est que ces joueurs-là, ils avaient beaucoup de projections vers l'avant. Moi, le reproche numéro 1 que je fais à Alpha Touré, c'est qu'il ne se projette pas vers l'avant. Mais ça, il va contrôler. C'est une question de confiance. Exactement. C'est une question de confiance. C'est pour ça qu'en novembre, il l'a fait et aujourd'hui, il ne le fait pas. Non, mais ça, c'est une question de confiance. Donc, encore une fois, oui, il n'est pas bon. Oui, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Oui, par rapport à ce qu'il donne comme image du FC Metz. Là, on est complètement d'accord. Mais par contre, à son crédit, 19 ans, comme tu dis, l'année dernière, il arrive en apprentissage. Tu lui donnes un rôle qui, pour moi, n'était pas censé l'être actuellement. C'est un rôle de leader. Aussi pas mal arrière-gauche. Hein. Aussi. Donc, tu vois, il est très polyvalent. Il peut même jouer en défense centrale. Donc, ce joueur, encore une fois, j'aime pas qu'on le prenne comme bouc émissaire, qu'on lui tombe dessus, parce qu'il ne peut pas être responsable à lui seul des maux du FC Metz. Et une dernière chose, c'est peut-être qu'on se base également
et ça vous le savez, à ce qui se fait à l'entraînement. À l'entraînement, tu n'as pas la pression, tu es peut-être plus libéré, tu montres peut-être davantage de choses. Et je pense, honnêtement, qu'à l'entraînement, il est largement meilleur que ce qu'il montre en match. Et que les coachs, par rapport à ce qu'ils voient, ils se disent peut-être qu'il va avoir le déclic et on va le mettre en ce sens-là. Par contre, effectivement, on sait que dans le football, tu as des joueurs d'entraînement et tu as des joueurs de match. Et c'est pour ça, Franck, et c'est ça que je te dis. C'est pour ça, Franck, mais j'entends, mais Bernard disait aussi la même chose, c'est que nous, on n'est pas à l'entraînement pour voir les choses. Non, mais quand tu es un compétiteur, tu vois avant tout ce qui se passe pendant la compétition. Moi, des mecs d'entraînement, j'en connais plein, comme tu dis, et si en match, ils sont pas bons, c'est là que moi je les juge. Voilà. Après, moi, si j'ai des mecs qui sont nuls à partir du moment où tu as très bons les jours de match, je les aligne parce que c'est des mecs de match. À un moment, moi, c'est vraiment la productivité, la production générale qui est quand même extrêmement insuffisante. Et je reste convaincu que on n'a pas réussi encore à développer ce joueur. Alors, est-ce qu'on va le faire s'il reste chez nous? Je ne sais pas. Mais il faut le développer autrement pour qu'il soit au moins au niveau moyen de ce qu'on attend en Ligue 2 ou en Ligue 1. Aujourd'hui, regarde, c'est un garçon qui n'avance pas avec le ballon, qui joue très souvent vers l'arrière parce que on n'a pas la possibilité d'accélérer, pas d'explosivité vers l'avant, pas de vitesse. Mais c'est pas le seul. Tu regardes Jesse Deminguet, ça va pas plus vite non plus. Un petit peu Gauthier Hein, dès qu'il y a pression sur lui, moi je trouve que ça va pas assez vite non plus par rapport aux exigences de la Ligue 1. Ça n'accélère pas vers l'avant. Et finalement, tu n'en avais que 2 à Marseille qui avaient cette capacité, c'était Bounassar et Titashvili. Tout le reste, en fait, c'est qu'on est encore un petit peu trop c'est un manque total d'intensité. On est pris dès lors qu'on est sous pression et que dès qu'il faut jouer vite, on est un peu perdu. Mais ça, tu l'as depuis le début de saison. Tu l'as depuis le début de saison, même voire l'année dernière, où ton jeu est de le développer écarté, de faire plutôt du handball plutôt que du football, c'est-à-dire je vais à gauche, je vais à droite, je ne vais pas jamais dans la profondeur. À partir tu t'entraînes comme tu joues, donc, ou tu joues comme tu t'entraînes, comme on veut. C'est-à-dire que si tu joues à l'entraînement, à essayer dans la transition, comme tu dis, aller en profondeur, aller à casser des lignes, etc. Là, tu travailles et tu vas aller dans ce sens, dans l'intensité, dans la récupération, etc. Mais tu as tellement été habitué depuis l'année dernière, en gros, à avoir le ballon, à le faire tourner et à dominer ton sujet, que tu arrives en Ligue 1 avec cette même philosophie, que là, tu prends le mal dans la gueule, parce que dès que tu perds le ballon, ça va à 2000 derrière et que tu n'es pas habitué à ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, maintenant, ce qui me gêne aussi, c'est que, vous avez dit, il a 19 ans. Vous avez la même raisonnement avec un joueur du centre de formation ici, à 19 ans, on va dire, putain, on le met tous les week-ends, on va le griller. On va le griller. Là, je pense qu'effectivement, à force de persister, comme tu dis, de le mettre, peut-être parce que tu n'as pas l'autre solution aussi, tu es en train de le griller. Parce que mentalement, tu n'es pas dans une situation où tu peux faire épanouir ce joueur. Comme tu dis, peut-être qu'il manque un petit peu de stature, un petit peu de qualité athlétique, que tu dois le faire progresser. Mais tu ne peux pas mettre une charge de travail de dingue, avec musculation, explosivité, des qualités qu'il n'a pas encore, et le mettre tous les samedis, ce qui a été fait depuis le début de la saison, hormis les 2-3 derniers matchs où il était suspendu. Et donc ça te montre encore une fois que la qualité... C'est limite d'effectif. Exactement. C'est-à-dire que quand tu construis ton effectif, tu peux te dire, un mec comme Alpha Touré, il va falloir en début de saison dire, moi, il va falloir qu'au cours de la saison, j'ai un mois où je ne le fais pas jouer, parce que pendant un mois, je le fais travailler athlétiquement. Et il reprendra ensuite, etc. Parce que tu investis sur un garçon, tu investis sur un mec en qui tu crois. Le club a investi, et moi, je vais te dire une chose, c'est que ce choix de le mettre tout de suite en début de saison l'année dernière, au détriment d'un Stambouli, c'est que le coach Le Mignan, dans sa philosophie de jeu, dans son articulation d'équipe, il mise sur un joueur qui est sur le mouvement, qui bouge beaucoup, qui se rend disponible, parce que je pense qu'il ne se cache pas. Honnêtement, tu vois, sur les statistiques, on les a vu passer. 1344 courses à haute intensité, c'est le deuxième meilleur résultat de l'effectif. C'est 173 km parcourus, c'est le 6e de l'effectif. Donc c'est quelqu'un, comme tu dis, qui représente un certain gabarit, un certain volume de jeu. Daniel Jean-Jacques avait ses stats. Il y a un mot qui m'interpelle, c'est le mot intensité. Intensité sans ballon alors, parce qu'avec le ballon, je trouve qu'il ne met pas d'intensité. Moi, c'est l'un des reproches que je lui formule. Je trouve qu'il joue un petit peu à 2 à l'heure. Il va contrôler, orienter, faire sa petite passe.
Et c'est un reproche vraiment que je lui fais, parce que tu parles de Daniel Jean-Jacques. Daniel Jean-Jacques aussi, il avait un peu le profil joueur athlétique qui court beaucoup. Laszlo Bologna, à l'époque, c'est le premier nom qui couchait sur sa feuille de match parce qu'il savait que c'était un joueur qui allait avaler les kilomètres. Avec le ballon, c'était plus compliqué, mais au moins il avait cette intensité, cette volonté parfois de. Alors de ça, je crois que c'est Alpha Touré qui a le plus de kilomètres contre Nice, la dernière victoire du FC. Sauf que Daniel Jean-Jacques, on a fait le même procès entre le Daniel Jean-Jacques de Ligue 2 et de Daniel Jean-Jacques de Ligue 1. Il y avait on a fait le même procès. Ouais, mais je trouve que c'était Et pas. nous, on ne faisait pas jouer à Maïga et on ne fait pas jouer à Stambouli maintenant. Tout à fait. Mais ouais, le manque d'intensité, moi, me dérange. J'ai quelques actions en tête. Il me semble que c'est contre Auxerre, là, en février, où il est trouvé en retrait. Et honnêtement, s'il mord dans le ballon, il peut faire une frappe et trouver les filets, sauf qu'il y va à 2 à l'heure. Il est repris par le défenseur. En fait, ça montre le manque. Je ne sais pas si c'est un manque de détermination, mais en tout cas un manque d'intensité dans ce qu'il fait. Et c'est pareil sur les phases défensives. On en a déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. Combien de fois le FC Metz prend un but sur un centre en retrait? Et ben c'est souvent un Alpha Touré ou un Boubacar Traoré qui revient un petit peu en trottinant, qui provoque cet espace où l'attaquant est trouvé en retrait et va marquer. Il y a eu un nombre incalculable de buts. Il faudrait que je fasse les comptes une fois. Et c'est un manque aussi d'intensité avec, sans ballon. Et l'intensité, en fait, on ne la met pas qu'en faisant un sprint. Il faut la mettre dans le jeu, tout simplement. Et justement, Nathan, on disait, c'est un des acteurs de la série de 2-3 victoires. Alors, on essaie de mettre un petit peu tout en avant, mais il y a des clubs qui ont peut-être une vision que nous, on n'a pas sur le plateau. Et oui, rappelez-vous, West Ham avait formulé une offre de 7 millions d'euros pour Alpha Touré. 7 millions d'euros à ce mercato hivernal. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une valeur qui est trop haute parce que c'est l'Angleterre, ou est-ce que peut-être finalement on se dit qu'il y a des qualités ces joueurs et qu'il faut maintenant réussir à trouver un moyen de les exploiter? Parce que deux entraîneurs d'affilée, ce qui n'est pas rien quand même dans sa jeune carrière, lui font totalement confiance. Encore une fois, les clubs, déjà vous avez le marché anglais et le reste du monde. Donc forcément, c'est... La taxe Première Ligue. C'est x2 le prix. Et quand vous pouvez vendre un club anglais... Ne dis pas ça x2, parce que x2, ça veut dire que ça fait 3,5 millions d'euros en Ligue 1, et je sais qu'il y en a encore 3,5 millions d'euros en Ligue 1. Je ne donnerai pas de nom, mais Mathieu Edol. Pas le même âge. Pas même spéculation, pas même projection, pas même... Voilà. Donc oui, effectivement, c'est différent. Oui, après... Il se base aussi sur les datas. On ne va pas se le cacher. Maintenant, je vais dire une chose. Toulouse, jusqu'à présent, se basait que sur les datas. Alors, avec le ballon, ça remplit 2-3 cases. Mais à partir du moment où tu as les datas, on te dit, on le recrute, on le fait progresser. Je pense que pour West Ham, c'est le faire progresser 6 mois, musculairement, etc. Travailler athlétiquement, là où il y a des manques. Après, tu le mets et tu le revends 15. C'est tout simplement ça. Donc je ne suis pas étonné, mais c'est dû à son jeune âge. Peut-être qu'il sera bientôt... il est international A ? Non, pas encore. Ça ne saurait tarder avec un petit coup de pouce de la fédération sénégalaise. Même s'il n'est pas le premier de la liste, il sera dans la sélection. Et puis voilà. Donc je ne suis pas étonné. On est revenu sur ce cas, on espère évidemment que ça ira un petit peu mieux, peut-être un peu plus de liberté sur cette fin de saison très compliquée pour beaucoup de joueurs, aussi un petit peu pour nous, il ne faut pas se le cacher. Néanmoins, il y a quelques petits rayons de soleil qui peuvent pointer le bout de leur nez, pour ça il faut aller regarder autre part que dans l'équipe première vers l'équipe réserve, et on en parle tout de suite dans le temps additionnel. C'est un petit événement dans l'événement. Ce samedi, c'était jour de match à Frascati, mais surtout jour de retour. Les premières minutes de Thaïris Dos Santos avec les hommes d'Abbasba depuis cet incident justement de Nouvel An. Je me tourne vers toi, je sais que je t'ai vu tweeter notamment sur ça. C'est, on va dire, un soulagement d'un côté. On est content de le revoir. J'ai presque à dire entre guillemets, alors je ne suis pas médecin, mais aussi vite. Oui, j'ai presque été surpris moi, de le voir dans le groupe dès ce week-end. C'est beau. Il est entré à l'heure de jeu, une grosse demi-heure de temps de jeu. Alors, j'ai pas vu le match, mais j'ai lu qu'il a fait une bonne entrée. Mais c'est vraiment quelque chose de très positif. Il faut le prendre parce que, mine de rien, cette saison, elle est vraiment pénible à tout point de vue. Pour le FC Metz, il y a eu cet événement tragique. Il y a eu les soucis de santé de Tofilou Maolida aussi. Il y a la situation sportive. C'est une situation qui est une saison qui est quand même assez dure à vivre à tout point de vue. Là, Thaïris Dos Santos fait son retour. Combien 3 mois après le drame. C'est une bonne chose. S'il a joué, c'est qu'il est en mesure, c'est qu'il va bien, je pense, même s'il doit encore faire beaucoup de soins. Donc voilà, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour lui et pour le club, je pense. Ouais, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, Stéphane, c'est une bouffée d'oxygène, tout simplement. En fait, il faut s'imaginer à quel point son retour, déjà pour lui, doit être un
un événement et une joie incroyable, puisque ça fait certainement 3 mois qu'il en rêve. Faut imaginer aussi pour sa famille, ses amis, de le voir sur un terrain, ça doit être un moment incroyable et certainement inoubliable, après tout ce qu'il a vécu et ce qu'il doit encore vivre énormément, puisque je pense qu'un garçon comme ça doit avoir un suivi pour être en mesure d'avoir la tête uniquement dans son projet, etc., et faire fi encore de tout ce qui se passe, parce qu'on en parle encore beaucoup dans les actualités, ça doit être très pénible à vivre pour lui. Donc c'est une chose aussi qui doit être extrêmement intéressante pour le vestiaire, parce que lui-même, il n'a pas envie, j'en suis certain, d'être, on va dire, vécu comme un héros. Il a envie d'être un footballeur comme tous les autres, mais le revoir dans le vestiaire, au regard de la peur que ça a généré il y a 3 mois et demi, ça doit être en effet une bouffée d'oxygène extraordinaire. Donc c'est très très bien pour lui, c'est très très bien pour l'ensemble de son entourage, c'est très très bien pour le club qui a été très solidaire, on l'a vu dans les médias dès le début, et ça montre à quel point finalement on est toujours très acerbe et avec plus ou moins d'élégance sur ce que fait le FC Metz aujourd'hui, mais force est de constater qu'il y a de belles parenthèses qu'il faut noter. Et en parlant de belles parenthèses qu'il faut noter, il y avait eu le sportif aussi, parce que, alors oui, son retour est un beau rayon de soleil, mais dans l'actualité sportive, il y a aussi cette victoire justement 2-1 de l'équipe réserve pour ce match face au FC Bayern, avec notamment un but sur penalty de Nathan Mbala. Petit soulagement, parce qu'on le disait il y a quelques émissions, Franck, c'est compliqué pour les féminines, pour l'équipe première, pour l'équipe réserve aussi. Là, c'est petit bol d'air, le FC Metz remonte à la 10e place et a pris un petit peu de distance qu'il faudra évidemment valider. Mais des week-ends comme ça, on les prend volontiers dans tout ce qui se passe. Oui, parce que finalement, c'est peut-être ce petit bol d'oxygène qui a fait que cette équipe a trouvé dans les réserves pour réagir et pour gagner et pour enlever les 3 points. On cherche des leviers un peu partout et je pense que le fait que Tayris revienne, sans oublier une petite pensée quand même à ces 2 autres potes qui sont encore en soins, notamment le petit Hugo qui lui était en U19 à QRM, il me semble, et qui lui n'a pas pu reprendre la compétition ni l'entraînement parce qu'il a été un peu plus gravement touché. Donc une petite pensée aussi pour ces gamins-là. Mais Tayris est l'exemple à suivre, c'est-à-dire que s'il a joué là, c'est-à-dire qu'il avait repris l'entraînement assez tôt, qu'il s'est donné les moyens. C'est vrai qu'on a été surpris parce qu'on a revu les images il n'y a pas si longtemps que ça sur ces réseaux. C'est vrai que de mon point de vue, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression que c'était très rapide parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas repris il y a très longtemps et pourtant il est déjà opérationnel et c'est trop bien, hein, attention, hein, mais. Ouais, non, et puis je pense que le club aussi lui a fait ce petit cadeau de rentrée. Alors, je sais que les résultats comptent beaucoup, mais il l'a pris dans le groupe parce qu'il le méritait par rapport à son investissement. Alors, il n'était peut-être pas sûr qu'il rentre, mais il y a eu l'opportunité qu'il fasse son entrée. Je pense que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, pour lui, dans sa tête, pour la continuité, pour l'équipe qui voit quelqu'un qui revient de l'enfer. Et c'est vrai que, comme tu disais, on prend ce petit bonheur volontiers dans une saison qui a été très compliquée pour tout le monde. Et puis en espérant que ces 2 coéquipiers, même s'ils ne appartiennent plus au FC Metz, aient le même destin. Je parlais évidemment de petites pensées. Hein. Malgré tout, on parle beaucoup de sport ici, mais on pense aussi à ce qui se fait à l'extérieur. On a aussi une petite pensée à toutes les personnes, toutes les proches des victimes, évidemment, en espérant que, eh bien, comme Tayris, tout cela ne soit qu'un très mauvais souvenir. On est arrivé à la fin de cette émission. Juste un dernier mot. Je t'en prie. Je voudrais une petite pensée à Jean-Claude Alme, qui est décédé, malheureusement nous a quittés cette semaine, je l'ai appris dans la presse. C'était mon entraîneur en division d'honneur. Lorsque j'étais au centre de formation, une très belle personne qui était au service du club. J'ai revu son parcours au sein du FC Metz et c'est franchement une triste nouvelle pour le club, mais aussi pour beaucoup de ses proches. Pour moi aussi, je l'appréciais énormément, donc une petite pensée pour Jean-Claude Alme. On pense effectivement à tout le monde et tu sais quoi, on va à notre échelle, c'est pas grand-chose, mais on peut lui dédier cette émission. Merci de m'avoir suivi d'ailleurs pour cette émission. Évidemment, l'actualité du FC continue et on continuera de la traiter. Ça commencera dès jeudi. À très vite sur Moselle TV.
Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.